Emmanuel Kant, né en 1724 à Königsberg en Prusse, est l'un des philosophes les plus influents de l'époque des Lumières. Sa philosophie morale révolutionnaire continue d'influencer notre compréhension de l'éthique aujourd'hui. Pour Kant, la philosophie morale ne peut pas reposer sur les émotions, les traditions ou l'autorité. Elle doit être fondée sur la raison pure. Cette approche révolutionnaire établit que nous pouvons découvrir des principes moraux universels grâce à notre capacité de raisonnement. L'importance de Kant dans la philosophie morale réside dans plusieurs contributions majeures. Il établit un fondement purement rationnel pour l'éthique, propose des principes moraux universels, met l'accent sur le respect de la dignité humaine et influence profondément notre conception moderne des droits de l'homme. Dans cette série, nous explorerons les concepts fondamentaux de la morale kantienne. Nous examinerons le devoir et la bonne volonté, découvrirons l'impératif catégorique, comprendrons la raison pratique, analyserons l'autonomie morale et verrons comment ces idées s'appliquent aux défis contemporains. L'objectif est de comprendre comment Kant a créé une philosophie morale universelle basée uniquement sur la raison. Le concept de devoir constitue le pilier central de la philosophie morale de Kant. Pour comprendre sa pensée éthique, nous devons d'abord saisir ce qu'il entend par devoir et pourquoi il en fait le fondement de toute moralité. Chez Kant, le devoir n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur par la société, les lois ou l'autorité. C'est une obligation que nous nous donnons à nous-mêmes par l'usage de notre raison. Le devoir kantien naît de notre capacité rationnelle à nous donner des lois morales. C'est un acte d'autonomie où la volonté se détermine elle-même, contrairement aux contraintes externes qui nous privent de notre liberté morale. Maintenant que nous comprenons la nature interne du devoir, examinons une distinction fondamentale que fait Kant entre deux façons d'agir. Kant établit une distinction cruciale entre agir conformément au devoir et agir par devoir. Cette différence détermine si une action possède ou non une véritable valeur morale. Agir conformément au devoir signifie faire ce qui est moralement correct, mais pour des raisons autres que le devoir lui-même, par intérêt, par peur ou par habitude. Une telle action n'a aucune valeur morale selon Kant. En revanche, agir par devoir signifie agir uniquement par respect pour la loi morale, indépendamment de nos inclinations ou intérêts. Seule cette motivation confère une authentique valeur morale à l'action. Il est essentiel de retenir que pour Kant, seule l'action accomplie par devoir possède une valeur morale. C'est la motivation et non le résultat qui détermine la moralité d'un acte. Cette conception du devoir comme fondement de la morale révolutionne l'éthique en plaçant la source de la moralité dans la raison humaine elle-même, plutôt que dans des autorités externes. Le devoir constitue ainsi le fondement inébranlable de la morale kantienne, une obligation que nous nous donnons par la raison qui nous rend libres et responsables de nos choix moraux. Dans la philosophie morale de Kant, la bonne volonté occupe une place absolument centrale et unique. Elle représente le seul bien qui soit véritablement bon en soi, sans condition ni restriction. La bonne volonté, selon Kant, est la disposition à agir par devoir moral, guidée uniquement par le respect de la loi morale, sans considération pour les résultats ou les bénéfices personnels. Kant distingue radicalement la bonne volonté de tous les autres biens. Les talents, la richesse, le pouvoir, même le bonheur ne sont que des biens conditionnels. Ils peuvent être utilisés à des fins bonnes ou mauvaises. Seule la bonne volonté est un bien inconditionnel. Elle est bonne en elle-même, quelle que soit la situation, quels que soient ses effets dans le monde. La distinction fondamentale réside dans la motivation de l'action. Agir par devoir signifie agir par pur respect pour la loi morale, sans considération pour nos désirs ou intérêts personnels. En revanche, agir par inclination, même si l'action est bonne, ne possède aucune valeur morale véritable, car elle est motivée par l'intérêt personnel plutôt que par le respect du devoir. Prenons l'exemple d'un commerçant honnête. S'il est honnête uniquement par calcul, pour préserver sa réputation et ses profits, son action n'a aucune valeur morale. Mais s'il est honnête par pur devoir, par respect inconditionnel de la loi morale, alors il manifeste la bonne volonté et son action possède une authentique valeur morale.
En conclusion, la bonne volonté constitue le fondement absolu de la morale kantienne. Elle est le seul bien qui soit bon sans restriction, car elle tire sa valeur non de ses effets, mais de sa pure intention morale. L'impératif catégorique représente le cœur de la philosophie morale de Kant. C'est le principe suprême qui guide toute action morale authentique. L'impératif catégorique est un commandement inconditionnel de la raison. Contrairement aux règles ordinaires qui dépendent de nos désirs, il nous dit ce que nous devons faire de manière absolue. Pour comprendre l'impératif catégorique, il faut le distinguer de l'impératif hypothétique. L'impératif hypothétique dit « si tu veux quelque chose, alors fais ceci ». Il est conditionnel et dépend de nos désirs personnels. L'impératif catégorique, au contraire, dit simplement « tu dois faire ceci ». Il est inconditionnel, ne dépend pas de nos désirs et constitue une fin en soi. C'est cette nature absolue qui en fait le fondement de la morale. L'impératif catégorique possède 3 caractéristiques essentielles. Premièrement, il est universel. Il s'applique à tous les êtres rationnels, sans exception. Deuxièmement, il est inconditionnel. Sa validité ne dépend d'aucune condition externe, d'aucun désir ou objectif particulier. Troisièmement, il est nécessaire. Il s'impose à notre raison de manière absolue, comme une loi que nous ne pouvons pas ignorer si nous voulons agir moralement. L'impératif catégorique constitue le principe suprême de la morale kantienne. Il est le critère ultime qui nous permet de distinguer le bien du mal dans nos actions. Ce principe émane de la raison pure pratique et non de l'expérience ou des sentiments. Son autorité morale vient de sa forme purement rationnelle et de sa nécessité logique. Ainsi, l'impératif catégorique représente pour Kant la loi morale universelle qui guide toute action éthique authentique. C'est sur ce fondement que repose toute sa philosophie morale. Nous abordons maintenant la première formulation de l'impératif catégorique de Kant, qui constitue le test fondamental pour déterminer la moralité de nos actions. Voici la première formulation de l'impératif catégorique. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Cette formulation contient 2 concepts clés. La maxime, qui est le principe d'action que nous adoptons, et la loi universelle, qui représente ce principe appliqué à tous les êtres rationnels. L'universalisation est un processus en 3 étapes. D'abord, nous identifions la maxime qui guide notre action. Ensuite, nous imaginons un monde où tous les êtres rationnels adoptent cette même maxime. Enfin, nous vérifions si ce monde serait cohérent et souhaitable. Le processus commence par l'identification de notre maxime personnelle. Nous l'universalisons ensuite en imaginant que tous l'adoptent. Enfin, nous testons la cohérence de ce monde universel pour déterminer si l'action est moralement acceptable. Une maxime est moralement valide selon Kant si elle satisfait 3 critères. Elle peut être universalisée sans contradiction logique. Le monde résultant de cette universalisation reste cohérent et nous pouvons rationnellement vouloir vivre dans un tel monde. Prenons un exemple concret. Si ma maxime est de mentir quand cela m'arrange, l'universalisation donnerait un monde où tous mentent selon leur convenance. Dans un tel monde, la notion même de vérité disparaîtrait, créant une contradiction logique. Cette maxime est donc moralement inacceptable selon Kant. Cette première formulation de l'impératif catégorique nous fournit ainsi un test rigoureux et universel pour évaluer la moralité de nos actions, en nous demandant si nous pouvons rationnellement vouloir que notre principe d'action devienne une loi pour tous. Appliquons maintenant la première formulation de l'impératif catégorique à un exemple concret, le mensonge. Cet exemple illustre parfaitement comment Kant démontre l'immoralité d'une action par le test d'universalisation. Considérons une personne qui se trouve dans une situation difficile et qui envisage de mentir pour résoudre son problème. Selon Kant, pour déterminer si cette action est moralement acceptable, nous devons appliquer le test de l'universalisation. La première étape consiste à formuler clairement la maxime de l'action. Dans notre cas, la maxime serait « Quand je suis dans une situation difficile, je peux mentir pour m'en sortir ». Cette maxime exprime le principe personnel qui guide l'action envisagée. Maintenant, appliquons le test d'universalisation.
nous devons nous demander que se passerait-il si tout le monde adoptait cette maxime? La loi universelle deviendrait alors chacun peut mentir quand il est dans une situation difficile. L'analyse révèle une contradiction fondamentale. Si tout le monde mentait dans les situations difficiles, plusieurs conséquences s'ensuivraient. La notion de vérité perdrait son sens. Personne ne ferait plus confiance aux paroles d'autrui, et paradoxalement, le mensonge deviendrait impossible, car inefficace. Cette analyse révèle la contradiction centrale. La maxime du mensonge se détruit elle-même lorsqu'elle est universalisée. C'est précisément cette autocontradiction qui révèle, selon Kant, l'immoralité fondamentale du mensonge. En conclusion, selon l'analyse kantienne, le mensonge est immoral, car sa maxime ne peut être universalisée sans contradiction. Il viole le principe de l'impératif catégorique et il détruit les conditions mêmes de la communication humaine. Cet exemple illustre parfaitement le principe fondamental de Kant. Une action est morale si et seulement si sa maxime peut être universalisée sans contradiction. Le test d'universalisation révèle ainsi la nature morale ou immorale de nos actions. Nous abordons maintenant la deuxième formulation de l'impératif catégorique de Kant, qui constitue l'un des piliers fondamentaux de sa philosophie morale: le respect absolu de la personne humaine. Voici la formulation exacte de Kant. Agis de telle sorte que tu utilises l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Cette formulation repose sur une distinction fondamentale entre traiter quelqu'un comme une fin en soi, c'est-à-dire reconnaître sa valeur intrinsèque et sa dignité absolue, et le traiter simplement comme un moyen pour atteindre nos propres objectifs. Il est essentiel de comprendre que Kant ne condamne pas toute utilisation d'autrui comme moyen. La distinction cruciale réside entre utiliser quelqu'un comme moyen tout en le respectant comme fin, ce qui est acceptable, et le traiter simplement comme un moyen, ce qui viole sa dignité. Cette deuxième formulation de l'impératif catégorique repose sur le concept fondamental de dignité humaine. Chaque être humain possède une valeur absolue qui ne dépend d'aucune condition externe et qui exige un respect inconditionnel, interdisant ainsi toute instrumentalisation pure de la personne. Cette formulation complète la première en donnant un contenu concret à l'universalisation. Ce qui ne peut être universalisé, c'est précisément ce qui traite autrui simplement comme un moyen. Ainsi, Kant établit le respect de la personne comme principe moral absolu. Appliquons maintenant la deuxième formulation de l'impératif catégorique à un exemple concret: l'exploitation. Cette analyse nous permettra de comprendre comment certaines actions violent fondamentalement la dignité humaine selon Kant. Rappelons d'abord la deuxième formulation de l'impératif catégorique. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans celle d'autrui, toujours comme une fin et jamais seulement comme un moyen. L'exploitation consiste à utiliser une personne uniquement pour ses propres fins, sans considération pour sa dignité, ses besoins ou ses aspirations. C'est traiter autrui comme un simple objet ou instrument. Premier exemple, un employeur qui impose des conditions de travail dangereuses, des horaires excessifs et des salaires insuffisants. Il traite ses employés comme de simples moyens de production, ignorant leur bien-être et leur dignité. Deuxième exemple, la manipulation émotionnelle dans les relations personnelles. Une personne qui utilise les sentiments d'autrui uniquement pour obtenir des avantages, sans réciprocité ni respect authentique. Selon Kant, l'exploitation viole fondamentalement la dignité humaine car elle nie l'autonomie et la rationalité de la personne. Elle réduit l'être humain à un simple instrument, ignorant sa capacité à être un agent moral libre. En contraste, traiter quelqu'un comme une fin signifie reconnaître sa valeur intrinsèque, respecter ses choix, considérer ses besoins et favoriser son épanouissement. C'est la base de toute relation éthique selon Kant. Cet exemple d'application montre comment l'impératif catégorique de Kant fournit un critère clair pour identifier et condamner l'exploitation sous toutes ses formes. Il nous rappelle que chaque être humain possède une dignité inaliénable qui doit être respectée dans toutes nos interactions. La raison pratique constitue le pilier central de la philosophie morale kantienne.
Pour Kant, c'est cette faculté particulière de la raison qui nous permet de déterminer ce que nous devons faire moralement. La raison pratique est définie par Kant comme la faculté qui nous permet de déterminer ce que nous devons faire, et cela indépendamment de nos inclinations sensibles ou de nos désirs personnels. Kant distingue clairement la raison théorique de la raison pratique. La raison théorique s'occupe de la connaissance et répond à la question « Que puis-je savoir ?», tandis que la raison pratique concerne l'action et répond à la question fondamentale « Que dois-je faire ?» Un aspect crucial de la raison pratique kantienne est son indépendance totale vis-à-vis de nos inclinations sensibles. Contrairement à nos désirs et émotions qui sont subjectifs et variables, la raison pratique est autonome, universelle et objective. C'est par la raison pratique que nous accédons à la loi morale. Ce processus est direct et immédiat. La raison pratique nous révèle ce que nous devons faire moralement, sans passer par l'expérience sensible ou les calculs d'intérêt. En synthèse, la raison pratique constitue le fondement autonome de la morale kantienne. Elle présente 3 caractéristiques essentielles. Elle est autonome car indépendante de nos inclinations, universelle car valable pour tous les êtres rationnels, et législatrice car elle est la source même de la loi morale. Dans la philosophie morale de Kant, la distinction entre autonomie et hétéronomie est fondamentale pour comprendre la nature de la liberté morale et le fondement de l'éthique. L'autonomie, du grec autos, qui signifie soi-même, et nomos, qui signifie loi, désigne la capacité d'un être rationnel de se donner à lui-même sa propre loi morale. Dans l'autonomie morale, l'individu est à la fois législateur et sujet de sa propre loi. Il ne reçoit pas ses principes moraux de l'extérieur, mais les découvre par l'usage de sa raison pratique. L'hétéronomie, du grec hétéros, qui signifie autre, et nomos, qui signifie loi, désigne la soumission à une loi morale qui provient d'une source extérieure à la volonté de l'agent moral. Dans l'hétéronomie, les principes moraux proviennent d'une autorité extérieure, la tradition, la religion, l'État ou même les inclinations naturelles. L'individu obéit sans que sa raison soit véritablement engagée. Pour Kant, seule l'autonomie peut fonder une véritable moralité. Une action n'a de valeur morale que si elle procède de la liberté de la raison et non de contraintes extérieures. L'autonomie garantit la liberté de la raison et permet à l'individu d'agir par devoir, tandis que l'hétéronomie maintient l'agent dans une forme de dépendance qui compromet la valeur morale de ses actions. L'autonomie morale est donc indissociable de la liberté. Pour Kant, être libre, c'est être capable de se déterminer par la raison plutôt que par les inclinations sensibles ou les pressions extérieures. Ainsi, l'autonomie unit la liberté, la raison et la responsabilité dans un même concept, faisant de l'être humain un agent moral authentique, capable de dignité et de respect. Cette conception de l'autonomie morale constitue l'un des apports les plus significatifs de Kant à la philosophie morale, établissant les bases d'une éthique de la dignité humaine et de la responsabilité individuelle. Le règne des fins représente l'un des concepts les plus ambitieux et inspirants de la philosophie morale kantienne. Il s'agit d'une vision d'une société idéale où chaque individu traite autrui avec le respect absolu dû à sa dignité humaine. Le règne des fins, ou Reich der Zweck en allemand, désigne une communauté morale idéale. Dans cette société, chaque personne reconnaît et respecte la valeur intrinsèque de toute autre personne, la traitant toujours comme une fin en soi, jamais seulement comme un moyen. Cette société idéale présente 4 caractéristiques fondamentales. Premièrement, le respect mutuel de la dignité humaine. Chaque individu reconnaît la valeur absolue de chaque autre personne. Deuxièmement, l'autonomie morale de chacun. Tous les membres de cette société sont des législateurs moraux, capables de déterminer par eux-mêmes ce qui est juste et bon selon la raison pratique. Troisièmement, une législation morale universelle. Les lois morales qui régissent cette société sont valables pour tous, sans exception, car elles découlent de la raison pure pratique. Enfin, l'harmonie des volontés rationnelles. Dans le règne des fins, il n'y a pas de conflit entre les volontés individuelles car toutes sont guidées par la même loi morale rationnelle.
Le règne des fins ne doit pas être compris comme une utopie réalisable, mais plutôt comme un idéal régulateur. Cet idéal nous guide dans nos actions morales quotidiennes en nous donnant une vision claire de ce vers quoi nous devons tendre. Il sert également de critère d'évaluation pour nos sociétés actuelles. En comparant notre réalité sociale à cet idéal, nous pouvons identifier les domaines où des améliorations morales sont nécessaires. Le règne des fins représente un objectif vers lequel tendre, un horizon moral qui donne du sens à nos efforts d'amélioration personnelle et sociale. Enfin, cet idéal constitue une source d'espoir et de motivation. Il nous rappelle que malgré les imperfections de notre monde, il est possible de concevoir et de travailler vers une société plus juste et plus respectueuse de la dignité humaine. Le règne des fins représente ainsi l'aboutissement de la réflexion morale kantienne. Il unit l'idéal moral le plus élevé avec la réalité pratique de nos vies quotidiennes, nous offrant à la fois une vision inspirante et un guide concret pour l'action morale. Kant identifie 3 postulats fondamentaux de la raison pratique qui, bien qu'indémontrables théoriquement, sont nécessaires pour donner un sens complet à la morale. Ces 3 postulats, la liberté, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu, forment ensemble les conditions nécessaires pour que la morale ait un sens pratique dans notre existence. Le premier postulat est la liberté, condition indispensable de toute responsabilité morale. Sans liberté, nous ne pourrions être tenus responsables de nos actions. Le deuxième postulat est l'immortalité de l'âme. Kant considère qu'un temps infini est nécessaire pour que l'être humain puisse progresser vers la perfection morale. Le troisième postulat est l'existence de Dieu, conçu comme le garant de l'harmonie finale entre la vertu et le bonheur, entre ce que nous méritons moralement et ce que nous obtenons. Ces postulats ont une nature particulière. Ils ne peuvent être démontrés par la raison théorique, mais ils sont nécessaires du point de vue pratique pour donner sens à notre engagement moral. Dans l'expérience humaine, nous constatons souvent un écart entre la vertu et le bonheur. Les personnes vertueuses ne sont pas toujours heureuses et les méchants ne sont pas toujours malheureux. Les postulats offrent une solution à ce problème. Ils permettent de croire qu'il existe une justice ultime où la vertu sera finalement récompensée, même si ce n'est pas visible dans cette vie. Ainsi, les postulats de la raison pratique ne sont pas des preuves théoriques, mais des nécessités pratiques qui donnent sens et espoir à notre engagement moral dans un monde imparfait. La morale kantienne, malgré sa rigueur philosophique, fait l'objet de critiques importantes. 2 reproches principaux lui sont adressés, le formalisme et le rigorisme. Le formalisme constitue la première critique majeure. Cette critique reproche à Kant de proposer une morale purement formelle, dépourvue de contenu concret. Les critiques du formalisme soulignent 3 points principaux. D'abord, l'impératif catégorique manque de contenu concret. Ensuite, il propose des règles abstraites sans guidance pratique claire. Enfin, son application dans la réalité quotidienne s'avère difficile. Par exemple, quand Kant dit d'agir selon une maxime que l'on peut vouloir universelle, comment applique-t-on concrètement ce principe dans une situation particulière? Le rigorisme constitue la seconde critique fondamentale. Cette critique dénonce l'application inflexible et absolue des règles morales kantiennes. Le rigorisme se caractérise par 3 aspects problématiques. Premièrement, l'application inflexible des règles morales. Deuxièmement, l'impossibilité d'admettre des exceptions. Troisièmement, l'ignorance des circonstances particulières de chaque situation. L'exemple classique est celui du mensonge. Même pour sauver une vie innocente, Kant interdit absolument le mensonge. Cette rigidité morale semble excessive à beaucoup de critiques. Quelle est la validité de ces critiques? La question mérite une analyse nuancée qui considère à la fois les faiblesses et les forces de la position kantienne. D'un côté, ces critiques soulèvent des arguments valides. Les difficultés pratiques d'application sont réelles et certaines situations complexes semblent effectivement ignorées par le système kantien. D'un autre côté, ces critiques ont leurs limites. L'universalité recherchée par Kant est nécessaire pour fonder une morale objective, et la cohérence du système philosophique a sa propre valeur. En définitive,
Ces critiques révèlent les tensions inhérentes entre l'idéal moral que propose Kant et la complexité de la réalité pratique. Cette tension sera au cœur des réponses que nous examinerons dans la section suivante. Face aux critiques de formalisme et de rigorisme, la morale kantienne dispose de réponses solides qui révèlent la sophistication de cette approche éthique. Première réponse. Kant n'ignore pas le contexte. Contrairement à ce que suggèrent ces critiques, la morale kantienne reconnaît l'importance des circonstances particulières dans l'application des principes moraux. Deuxième réponse. La prudence pratique joue un rôle essentiel. Kant distingue entre la loi morale universelle et son application concrète, qui nécessite un jugement pratique éclairé par la raison. Troisième réponse. La raison éclaire l'application. La morale kantienne n'est pas aveugle mais guidée par la raison qui permet de discerner comment appliquer les principes universels dans des situations particulières. Quatrième réponse, flexibilité dans la cohérence. La morale kantienne distingue entre rigidité aveugle et cohérence rationnelle. Elle permet l'adaptation tout en maintenant l'intégrité des principes fondamentaux. En conclusion, ces réponses montrent que la morale kantienne n'est ni rigide ni déconnectée de la réalité. Elle offre un cadre rationnel qui guide l'action morale tout en tenant compte des spécificités de chaque situation. L'œuvre de Kant continue d'exercer une influence majeure sur la philosophie morale contemporaine. Ces concepts fondamentaux résonnent encore aujourd'hui dans les débats éthiques les plus actuels. De nombreux philosophes contemporains s'inspirent directement des idées kantiennes. John Rawls a développé sa théorie de la justice en s'appuyant sur l'impératif catégorique, créant le concept du voile d'ignorance, qui reprend l'idée d'universalisation. Christine Korsgaard représente le néo-kantisme contemporain, développant une théorie moderne de l'identité pratique qui s'enracine dans l'autonomie kantienne. Honora O'Neill applique les principes kantiens aux questions contemporaines de justice globale et d'éthique du développement international. Ces philosophes montrent comment les concepts kantiens s'adaptent aux défis contemporains. Examinons maintenant les domaines spécifiques où cette influence se manifeste. L'influence kantienne se manifeste dans 3 domaines principaux de la philosophie morale contemporaine. Premièrement, les droits de l'homme. Le concept kantien de dignité humaine universelle a directement inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et continue d'orienter les tribunaux internationaux. Deuxièmement, les théories contemporaines de la justice s'appuient largement sur l'impératif catégorique pour définir des principes de justice distributive et d'équité procédurale. Troisièmement, le respect de la dignité humaine guide la bioéthique moderne, les droits des patients et l'éthique médicale contemporaine. Ces applications montrent la vitalité continue de la pensée kantienne. Voyons maintenant comment ces idées s'adaptent aux défis contemporains. Les principes kantiens s'adaptent remarquablement aux défis éthiques contemporains. En éthique des affaires, l'impératif catégorique guide la réflexion sur la responsabilité sociale des entreprises, exigeant que leurs actions puissent être universalisées. L'éthique environnementale s'inspire du devoir kantien pour formuler nos obligations envers les générations futures, traitant la nature non comme un simple moyen, mais comme ayant une valeur intrinsèque. Dans le domaine numérique, le respect de l'autonomie kantienne guide les débats sur la vie privée et la protection des données personnelles. L'éthique de l'intelligence artificielle applique les principes kantiens en exigeant transparence et explicabilité, refusant de traiter les humains comme de simples objets d'algorithmes. Enfin, la bioéthique moderne s'appuie sur le respect kantien de la dignité humaine pour établir les principes du consentement éclairé et de l'autonomie du patient. Cette influence persistante de Kant sur la philosophie morale contemporaine témoigne de la profondeur et de l'universalité de sa pensée. Ces concepts continuent d'offrir des outils conceptuels essentiels pour naviguer dans les complexités éthiques de notre époque moderne. La philosophie morale de Kant a profondément influencé notre conception moderne des droits de l'homme. Son principe fondamental selon lequel chaque être humain est une fin en soi constitue le socle philosophique de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour Kant, la dignité humaine repose sur le fait que chaque personne possède une valeur absolue et inconditionnelle. Cette dignité ne dépend ni des circonstances,
ni des qualités particulières, ni du statut social. Elle est inhérente à notre nature d'être rationnelle et autonome. Cette conception de la dignité humaine trouve son expression dans la deuxième formulation de l'impératif catégorique de Kant. Rappelons cette formule essentielle qui transforme notre rapport à autrui. Cette philosophie kantienne a directement inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. L'article 1er de cette déclaration reprend explicitement l'idée kantienne de dignité inhérente à tous les êtres humains. Les principes kantiens se retrouvent dans plusieurs droits fondamentaux. Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité découle directement de l'idée que chaque personne est une fin en soi. Le droit à l'égalité reflète l'universalité de la dignité humaine selon Kant. L'universalité est un autre principe kantien central aux droits de l'homme. Pour Kant, les lois morales doivent pouvoir s'appliquer universellement, sans exception. Cette idée se retrouve dans le caractère universel des droits humains, qui s'applique à tous, partout et en tout temps. Ainsi, la philosophie kantienne fournit les fondements théoriques essentiels aux droits de l'homme moderne. En affirmant que chaque être humain possède une dignité inaliénable et doit être traité comme une fin en soi, Kant a posé les bases philosophiques de notre conception contemporaine des droits humains universels. La philosophie kantienne établit un lien fondamental entre l'impératif catégorique et la conception de la justice. Pour Kant, agir moralement signifie agir de manière juste. L'impératif catégorique constitue le fondement même de la justice kantienne. En exigeant que nos maximes puissent être universalisées, Kant établit un critère objectif d'équité qui empêche tout traitement arbitraire ou privilégié. Cette approche universaliste garantit que nos actions respectent les droits et intérêts de tous, créant ainsi les conditions d'une société juste. La justice kantienne repose sur l'équilibre entre les intérêts individuels et la loi morale universelle. Chaque personne doit être traitée selon des principes qui pourraient s'appliquer à tous. Cette conception garantit que la justice ne soit pas arbitraire, mais fondée sur des principes rationnels universalisables. Considérons la distribution des ressources dans une société. Selon Kant, nous devons nous demander si notre principe de distribution peut devenir une loi universelle applicable à tous. Si notre principe de distribution ne peut pas être universalisé sans contradiction, alors il est injuste selon les critères kantiens. La conception kantienne de la justice établit ainsi un cadre d'équité universelle qui transcende les intérêts particuliers et garantit un traitement égal pour tous les êtres rationnels. Cette approche fonde une société juste sur des principes rationnels plutôt que sur des privilèges arbitraires ou des rapports de force, créant les conditions d'un respect mutuel authentique. La philosophie kantienne place le respect de la dignité humaine au cœur de sa réflexion morale. Cette dignité trouve son fondement dans la deuxième formulation de l'impératif catégorique. Pour Kant, la dignité humaine repose sur trois piliers fondamentaux. Premièrement, elle constitue une valeur absolue et inconditionnelle qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Deuxièmement, elle est fondée sur notre capacité unique de raisonner et d'agir moralement. Troisièmement, cette dignité demeure constante indépendamment des circonstances ou du comportement individuel. La deuxième formulation de l'impératif catégorique énonce un principe fondamental. Nous devons agir de façon à traiter l'humanité, aussi bien en nous-mêmes que chez autrui, toujours comme une fin en soi, et jamais simplement comme un moyen. Cette formulation établit le respect absolu de la personne humaine. Kant établit une distinction fondamentale entre les moyens et les fins en soi. Les moyens sont des objets que nous utilisons, qui ont une valeur conditionnelle et sont remplaçables. En revanche, les fins en soi sont les êtres rationnels, les personnes humaines, qui possèdent une valeur absolue et sont irremplaçables. Examinons deux exemples pratiques d'application de ce principe. Dans le domaine de l'emploi, respecter la dignité signifie offrir un salaire juste et des conditions décentes, tandis que traiter quelqu'un comme un simple moyen consiste à l'exploiter avec des conditions inhumaines. En éducation, respecter la dignité implique de développer l'autonomie de pensée, contrairement à l'endoctrinement qui manipule l'individu.
Ce principe kantien du respect de la dignité humaine a des implications morales profondes. Il implique la reconnaissance de l'égale dignité de tous les êtres humains, l'interdiction absolue de l'instrumentalisation d'autrui et constitue le fondement philosophique des droits humains universels. Il établit également la base de la justice et du respect mutuel dans nos sociétés. Ainsi, la philosophie kantienne nous enseigne que chaque être humain possède une dignité inaliénable qui doit être respectée en toutes circonstances. Ce principe continue d'inspirer notre réflexion éthique contemporaine et guide nos actions vers plus de justice et d'humanité. La philosophie morale de Kant, développée au XVIIIe siècle, conserve une remarquable actualité face aux défis de notre époque contemporaine. Examinons comment ces principes peuvent éclairer nos décisions morales dans un monde complexe et interconnecté. Nous identifions 3 défis majeurs de notre époque. La mondialisation, qui transforme les relations internationales, les nouvelles technologies qui redéfinissent nos interactions sociales, et les crises écologiques qui menacent notre avenir commun. Face à la mondialisation, l'impératif catégorique de Kant nous invite à examiner si nos actions économiques et politiques peuvent être universalisées. Le commerce équitable, par exemple, respecte la dignité des producteurs, contrairement à l'exploitation qui ne pourrait être universalisée sans contradiction. Les nouvelles technologies soulèvent des questions cruciales sur la dignité humaine. L'intelligence artificielle doit-elle remplacer le jugement humain? La surveillance numérique respecte-t-elle notre autonomie? Kant nous rappelle que chaque personne doit être traitée comme une fin en soi, jamais seulement comme un moyen. Face aux crises écologiques, la morale kantienne nous interpelle sur notre responsabilité envers l'humanité future. Nos actions environnementales peuvent-elles être universalisées? Le développement durable devient un impératif moral, car détruire l'environnement ne peut être universalisé sans contradiction. En conclusion, la morale kantienne offre des outils conceptuels précieux pour naviguer dans la complexité contemporaine. La raison pratique nous guide, l'universalisation teste nos décisions, et la dignité humaine demeure notre critère ultime. Ces principes, loin d'être obsolètes, s'avèrent plus nécessaires que jamais dans notre monde interconnecté. Bien que Kant n'ait pas directement abordé les questions environnementales de son époque, ses principes moraux fondamentaux offrent un cadre précieux pour comprendre nos responsabilités envers la nature et l'environnement. Kant a vécu au XVIIIe siècle, bien avant l'émergence des préoccupations environnementales contemporaines. Cependant, ces principes moraux universels nous offrent des outils conceptuels pour aborder les défis écologiques actuels. L'impératif catégorique de Kant nous invite à nous demander si nous pouvons vouloir que notre action devienne une loi universelle. Appliquée à l'environnement, cela signifie examiner si nous pouvons souhaiter que tous les êtres humains agissent comme nous le faisons envers la nature. Par exemple, si je pollue l'environnement, puis-je vouloir que tous fassent de même? Évidemment non, car cela détruirait notre planète. En revanche, si je recycle et conserve les ressources, je peux souhaiter que cette action soit universalisée. Selon Kant, nous devons traiter l'humanité, en nous-mêmes comme en autrui, toujours comme une fin et jamais seulement comme un moyen. La protection de l'environnement devient alors un impératif moral, car la dégradation environnementale porte atteinte à la dignité humaine. La pollution de l'air affecte notre santé, la destruction des écosystèmes diminue notre qualité de vie et le changement climatique compromet l'avenir des générations futures. Protéger l'environnement, c'est donc respecter la dignité humaine dans toutes ses dimensions. La philosophie kantienne nous enseigne que nous avons un devoir moral envers les générations futures. Nous ne pouvons pas utiliser l'environnement de manière à compromettre la capacité des générations futures à exercer leur propre autonomie morale et à poursuivre leurs propres fins. Les principes kantiens trouvent des applications concrètes dans plusieurs domaines environnementaux. Le développement durable reflète l'impératif d'universalisation en cherchant à répondre aux besoins présents sans compromettre l'avenir. La justice climatique applique le principe de respect de la dignité humaine
en reconnaissant que tous les êtres humains ont le droit à un environnement sain, indépendamment de leur origine géographique ou sociale. Enfin, la législation environnementale peut s'appuyer sur les principes moraux kantiens pour créer des lois universelles qui protègent l'environnement au nom du respect de la dignité humaine et du devoir envers les générations futures. L'intelligence artificielle représente l'un des défis éthiques les plus pressants de notre époque. Comment la philosophie morale de Kant peut-elle nous guider face à ces nouvelles technologies? Selon Kant, chaque être humain possède une dignité inaliénable. Cette dignité signifie que nous ne devons jamais traiter une personne uniquement comme un moyen pour atteindre nos objectifs. L'intelligence artificielle peut violer cette dignité de plusieurs manières, par la surveillance de masse, la manipulation comportementale, la discrimination algorithmique ou l'exploitation des données personnelles sans consentement éclairé. Appliquons l'impératif catégorique à l'intelligence artificielle. La première formulation nous demande: puis-je universaliser mon usage de l'IA? Si tout le monde utilisait l'IA comme moi, cela serait-il acceptable? Par exemple, si tous les employeurs utilisaient l'intelligence artificielle pour discriminer lors du recrutement, cela détruirait le principe d'égalité des chances, rendant cette pratique moralement inacceptable selon Kant. La deuxième formulation nous interroge sur le respect de la dignité. L'intelligence artificielle traite-t-elle chaque personne comme une fin en soi et non simplement comme un moyen? Cela implique concrètement la transparence des algorithmes, le consentement éclairé des utilisateurs, le maintien d'un contrôle humain sur les décisions importantes et la protection rigoureuse de la vie privée. Un enjeu crucial est de savoir si l'intelligence artificielle peut compromettre notre autonomie morale, c'est-à-dire notre capacité à prendre des décisions éthiques par nous-mêmes, guidées par la raison. Les risques incluent une dépendance excessive aux algorithmes et la perte de l'esprit critique. Les solutions kantiennes passent par l'éducation à l'esprit critique et la préservation du jugement humain dans les décisions importantes. En synthèse, une intelligence artificielle kantienne devrait respecter la dignité humaine, permettre l'universalisation des pratiques, préserver l'autonomie morale des individus et maintenir la transparence avec un contrôle humain approprié. Cette approche kantienne de l'intelligence artificielle nous offre un cadre rigoureux pour développer des technologies qui servent l'humanité tout en respectant nos valeurs morales fondamentales. Nous arrivons au terme de notre exploration de la philosophie morale de Kant. Cette conclusion nous permet de récapituler les principaux concepts que nous avons abordés et de souligner leur importance pratique. Au cœur de la morale kantienne se trouve l'idée d'action morale guidée par la raison. Cette action n'est pas motivée par l'intérêt personnel ou les conséquences, mais par le respect du devoir moral. Autour de cette action morale gravitent les concepts fondamentaux que nous avons explorés. Le devoir constitue le fondement même de l'éthique kantienne, nous obligeant à agir selon des principes universels plutôt que selon nos inclinations personnelles. La bonne volonté représente le seul bien inconditionnel selon Kant. Elle guide nos actions vers le bien, indépendamment des résultats obtenus. L'impératif catégorique nous fournit le critère universel pour juger de la moralité de nos actes. La dignité humaine et l'autonomie sont indissociables dans la pensée kantienne. Chaque être humain possède une valeur intrinsèque qui exige le respect, et cette dignité découle de notre capacité à agir de manière autonome selon la raison. Bien que la morale kantienne puisse paraître complexe dans sa formulation théorique, elle nous offre des principes directeurs clairs pour guider nos actions quotidiennes. Premier principe, agir par devoir plutôt que par inclination. Cela signifie faire ce qui est juste parce que c'est juste, non parce que cela nous plaît ou nous avantage. Deuxième principe, respecter la dignité de chaque personne. Chaque être humain doit être traité comme une fin en soi, jamais seulement comme un moyen. Troisième principe, appliquer des principes universalisables. Nos actions doivent pouvoir devenir des lois universelles sans contradiction. Quatrième principe, exercer son autonomie morale. Nous devons agir selon notre propre raison en tant qu'être libre et responsable. Cinquième principe, rechercher le bien commun en construisant un règne des fins
où chacun est à la fois législateur et sujet des lois morales. En conclusion, la morale kantienne nous offre un guide exigeant mais précieux pour l'action éthique. Elle nous invite à dépasser nos intérêts immédiats pour agir selon des principes universels, dans le respect de la dignité humaine. Cette philosophie morale, bien qu'exigeante, reste d'une actualité remarquable face aux défis contemporains. Elle nous rappelle que l'action morale authentique naît de la raison, du devoir et du respect mutuel. La philosophie de Kant représente un trésor inépuisable de sagesse et de réflexion. Cette invitation finale vous encourage à poursuivre votre exploration de cette pensée révolutionnaire qui continue d'éclairer notre compréhension de la morale et de la condition humaine. Pour approfondir votre compréhension de Kant, commencez par ses œuvres fondamentales. Les fondements de la métaphysique des mœurs offrent une introduction accessible à sa philosophie morale, tandis que la critique de la raison pratique développe ses concepts les plus sophistiqués. La philosophie de Kant prend vie dans le dialogue et la discussion. Rejoignez des cercles philosophiques, participez à des débats éthiques et appliquez les concepts kantiens aux dilemmes moraux de notre époque. C'est dans l'échange que la pensée s'enrichit et se précise. La philosophie kantienne offre des perspectives inépuisables sur les questions fondamentales de l'existence. Explorez la nature de la morale, le rôle de la raison dans nos décisions, la dignité inhérente à chaque être humain et les principes universels de justice qui peuvent guider nos sociétés. Appliquez les principes kantiens aux défis contemporains. Que nous enseigne l'impératif catégorique sur la bioéthique, l'intelligence artificielle ou la protection de l'environnement. Ces questions actuelles trouvent dans la philosophie de Kant des outils de réflexion particulièrement pertinents. La philosophie de Kant vous invite à un voyage intellectuel et moral sans fin. Chaque lecture de ses œuvres, chaque réflexion sur ses concepts, chaque discussion philosophique révèle de nouvelles profondeurs de sagesse. Embrassez cette aventure de la pensée qui enrichira votre compréhension du monde et de vous-même. Que ce voyage philosophique vous accompagne dans votre quête de sagesse et de compréhension. La pensée de Kant demeure un phare lumineux pour tous ceux qui cherchent à vivre selon les principes de la raison et de la moralité.